L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Alors, Bonjour à tous, bonjour à toutes. comment vont tes jambes? Ça va. Pourquoi mes jambes? Parce que tu connais pas la légende de Bodhidharma. Bodhidharma, on dit qu'il avait perdu l'usage de ses jambes à force de méditer. Enfin, il n'a pas fait que ça. Mais après, c'est un vieux, très vieux pseudo, à un moment qui date d'une époque où je m'intéressais au bouddhisme. Donc voilà. Bon, Voilà. tu sais quoi? Bon, Tu vas avoir de la chance. C'est pas avec moi que tu vas faire l'entretien. C'est avec c'est dommage. notre Bretonne nationale, Ok. Mélanie. Ok. Je vous retrouve dans 15 minutes à tout. Elle a rien contre les Sartois? Non, rien du tout. En vrai, je suis en Pays de la Loire, proche Bretagne, mais Ok. c'est Vous m'entendez bien, je suppose, là, donc il y a pas de Parfaitement. souci. Ok. Est-ce que je me présente? Voilà, je sais pas. Est-ce que vous avez déjà une question ouverte? Vous commencez par une question ouverte ou je? Alors, peu importe, tu peux commencer par répondre à la Ok. question qui est affichée, et puis... Alors j'aimerais y répondre un peu plus tard, si c'est possible, et si je monopolise pas trop de temps. Oui, bien sûr. Donc je vais commencer par quelques préambules. Le premier préambule, c'est que j'ai pas l'habitude forcément des lives, donc c'est très rare, très rare, parce que généralement les lives sur lesquels je me balade concernent des sujets qui sont très passionnés et très émotionnels. Donc les discussions sont parfois très difficiles. Donc généralement je joue un peu les trolls, mais sans monter forcément dans les lives, donc j'en ai pas forcément l'habitude. Voilà, premier préambule. Ok. Second préambule, je ne suis ni un pourfendeur ni un apologète de l'alcool et d'autres drogues. Et ça s'expliquera peut-être par des raisons que je déroulerai tout à l'heure, un peu plus tard, si ça sera possible. Ensuite, je voulais intervenir parce que effectivement j'ai entendu un certain nombre de propos qui ont suscité en moi l'envie de réagir ou qui m'ont fait me poser des questionnements. Donc effectivement, je me suis noté quelques points. Je sais pas si je pourrais dire tout ce que j'ai à dire entre guillemets ou à échanger, en tout cas pas forcément. Voilà, donc probablement que je répéterai aussi des propos, des idées qui ont déjà été formulées par d'autres intervenants. Et puis il y a aussi quelques assertions quand même qui ont été formulées, qui ont suscité en moi une interrogation. Donc je suis allé voir vite fait, je me suis renseigné et il y avait des trucs qui étaient un petit peu forts. Il y a au moins un truc là qui m'a chagriné, c'est sur un intervenant a dit que l'alcool avait été interdit en Pologne. Vous me détrompez ou pas? Alors, non, vas-y. D'accord, donc je suis allé voir sur internet ce qu'il en était de la législation en Pologne. Donc l'alcool n'est pas interdit en Pologne, hein. Donc elle est soumise effectivement à des règles de distribution, un âge minimum légal. Donc voilà, donc là voilà, donc petite mise au point. Voilà, je prétends effectivement n'avoir aucune compétence ni aucune connaissance spécifique, spéciale en matière de substances ou d'alcool ou de substances. Donc ça, voilà, Ça, c'est que ça soit pas... bien clair. Oui, t'en fais pas pour ça. En fait, nous, le but de nos lives, c'est vraiment d'échanger pendant 15 minutes avec une Oui, personne. j'ai bien compris l'objet. Voilà, pour comprendre Pardon. pourquoi elle pense qu'elle pense. Donc, ça va être un jeu de questions-réponses, on va dire ça comme ça. J'entends, ok. Donc, t'en fais pas, en fait, de citer. Et donc j'aurais peut-être pas forcément non plus des avis pertinents ou des remarques pertinentes, hein, ça, surtout de venant de ma part, c'est très rare. Donc voilà, donc ça, je vais finir par mon préambule par dire que je suis donc pour me présenter, je suis il y a très longtemps, j'ai été une victime collatérale durant mon enfance de l'alcoolisme. Et je suis un consommateur occasionnel. J'ai été aussi pendant très longtemps un consommateur effréné de la cigarette qui fait rire.
Donc j'ai un peu d'expérience en matière de voilà, mais ça n'est que mon expérience. C'est une expérience personnelle et donc les propos que je tiendrai ne feront référence qu'à mon expérience personnelle en partie. Et voilà. Donc c'est ce que je voulais dire en préambule. Ok, mais je te remercie pour tout ça. En espérant que cette expérience de live te conviendra. Et du coup, j'ai bien noté que, en tout cas, ton opinion est forgée sur ton expérience personnelle et aussi sur quelques petites recherches, mais vraiment infimes recherches. C'est-à-dire notamment, alors mon expérience, par exemple, en matière d'évolution de la législation, puisque j'ai connu une période où effectivement il y avait un laisser-aller complet, et donc c'est pour ça aussi que je m'inscrirais peut-être en faux par rapport à certains propos qui ont été tenus par certains intervenants au début du live sur des affirmations, des assertions assez péremptoires quand même, je trouve. Non pas que la personne a forcément tort, mais sur son intention, mais effectivement, je trouve que les affirmations ont été prononcées de manière assez péremptoire. Donc voilà, j'ai aussi cette expérience. 2-3 exemples. Quand j'étais gamin, il m'arrivait à l'âge de 14-15 ans de me rendre dans un café, de commander de l'alcool. Donc c'était des bières, Monaco, panaché, bière, voilà. Alors jamais d'alcool fort parce que pour des raisons évidentes liées à mon expérience personnelle, mon expérience d'enfant, l'alcool fort m'attirait pas particulièrement à l'époque. Je pouvais acheter du tabac parce que malheureusement je suis un consommateur de tabac également, et toujours actuellement. Et donc voilà. On pouvait, quand j'étais gamin, j'allais acheter de l'alcool et du tabac pour mes parents, alors que j'avais 7, 8, 9, 10, 11, 12 ans. Et quand je vous dis 7, 8, 9, 10, 11, 12 ans, je ne vous mens pas. C'est voilà. Aujourd'hui, je crois qu'il est nettement plus difficile pour un mineur de pouvoir acheter ces substances, enfin aussi bien alcool ou cigarettes ou quoi que ce soit, quand dans les magasins spécialisés ou les grandes surfaces, d'accord. Donc il y a quand même, à mon sens, il y a quand même une évolution sur la législation en matière d'accès à ces substances. Il y a aussi, je pense, une évolution de la législation. Il faut se souvenir quand même de la loi Evin de 1992, donc qui a interdit. Alors, même si je dois reconnaître qu'il y a une inflexion sur une inflexion de cette loi-là mais il y a quand même eu à une époque une loi qui est passée pour l'interdiction de la cigarette, de la publicité pour l'alcool et le tabac. Il y a eu début des années 2000 ou fin des années 90, je sais plus précisément, mais l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Donc je pense qu'il y a quand même une évolution quand on dit j'entends que l'État ne fait rien ou qu'il y a comment dirais-je, attendez, j'ai noté j'arrive pas à m'en dire. Une promotion de l'alcool. Écoutez, j'ai plutôt le sentiment, et encore j'emploie à dessein le terme sentiment, c'est-à-dire que je constate de manière objective qu'effectivement il y a quand même une baisse, il y a eu un certain nombre de dispositions législatives et réglementaires qui font qu'aujourd'hui, effectivement, on ne peut plus fumer n'importe où, dans les trains, dans les restaurants, dans les cafés, dans les boîtes. Enfin, il y a quand même des dispositions qui sont venues, qui sont venues s'opposer à la consommation tous azimuts de l'alcool et du tabac. Okay. Est-ce que vous partagez mon point de vue ou pas? Oui. Je me permets de reformuler un petit peu ce que tu disais parce que tu as dit beaucoup de choses, mais en tout cas tu reprenais un petit peu ce que disaient les autres intervenants en disant que voilà, tu avais un petit peu recherché et que l'exemple de la Pologne, c'est pas totalement interdit, mais en tout cas il y a beaucoup plus de prévention de ce que tu en as lu, et que toi en revanche tu notes une nette peut-être amélioration sur le
la communication autour de l'alcool et des autres substances. Dans le temps, moi, je voyais pas de campagne à la télé. Alors, je vais vous le dire, j'ai 56 balais. Moi, quand j'étais gamin, il y avait pas de campagne publicitaire entre guillemets à la télé contre l'alcool, contre des campagnes de prévention contre l'alcool, le tabac et ainsi de suite. Je veux dire, ça n'existait pas. Donc aujourd'hui, c'est des choses qui existent. Il y a des numéros. Enfin après, je suis pas un spécialiste, je sais pas tout ce qui existe ou tout. Après, je dis pas que il reste pas des choses à faire. Hein. Attention, qu'on soit bien clair sur mes propos. Mais dire que l'État ne fait rien, dire que il y a un laxisme ou quoi sais-je encore, je pense que c'est un peu fallacieux de tenir ce genre de propos. Parce que effectivement, moi, j'ai la chance d'avoir pu voir cette évolution sociétale du traitement de l'alcool, enfin des substances addictives, j'aurais tendance à dire. Donc voilà, c'est un point sur lequel mais c'est super intéressant parce que mon point de vue que je voulais apporter. C'est ça. Après, tu vois excuse-moi, je me permets de te couper, mais tu vois le sujet de manière différente, en ce sens que tu pars pas d'aujourd'hui en disant c'est vrai qu'il y a une forte consommation d'alcool, on fait rien pour. Au contraire, tu vois sur un plus long terme dans notre histoire, en disant que c'était même plébiscité en fait ce genre de choses, et aujourd'hui on le voit beaucoup moins. Oui. Alors c'est pareil, vous avez employé là à l'instant, et détrompez-moi si j'ai mal compris, une forte consommation d'alcool. Alors effectivement, tout est relatif. C'est un point qui a été abordé dans les discussions. Donc je suis allé faire des recherches également, et je suis tombé sur le site la Medilka. Donc c'est un site gouvernemental qui a priori selon des données statistiques qui s'étalent depuis sur une trentaine d'années, explique en tout cas, expose le fait que a priori la consommation régulière, c'est-à-dire quasi journalière, a fortement diminué, et que la consommation occasionnelle a diminué chez les jeunes, notamment de moins de 24 ans. En revanche, elle a augmenté chez les femmes de plus de 35 ans. Donc voilà. Donc c'est relatif. Peut-être que sans alcoolique en France, c'est peut-être sans alcoolique de trop, mais néanmoins, il faut pas occulter, il faut pas, sinon on risque de tomber dans le biais du survivant. C'est qu'il faut pas occulter qu'à priori, il y a quand même une baisse en France, une baisse générale de la consommation de l'alcool en France. Voilà, moi je me fie, et encore une fois, je suis pas un spécialiste, je suis pas un statisticien. Les seuls points sur lesquels je puis m'appuyer, c'est les informations qui nous sont communiquées, officielles entre guillemets, qui nous sont communiquées. J'ose espérer que ce qui est communiqué sur les sites, sur un site gouvernemental n'est pas faux, et n'est pas exagéré, ou n'est pas, enfin voilà, que c'est honnête et réel. Donc voilà, moi je me fie à ça. Mais je comprends bien que tu te fies plutôt aux études et aux données gouvernementales. J'essaye, comme je n'y connais absolument rien. Moi j'ai juste un avis, et mon avis peut être biaisé par des ressentis. Donc c'est le seul moyen de pouvoir essayer d'approcher la vérité, c'est d'essayer de trouver des sources qui en parlent, et voilà, parce qu'il faut toujours se méfier du ressenti. D'accord. Comme on en discutait, enfin, je l'évoquais entre guillemets il y a juste avant, c'est-à-dire que effectivement on a peut-être le ressenti aujourd'hui qu'il y a une forte consommation d'alcool, ce qui n'est pas totalement faux, mais néanmoins le ressenti qu'on a, c'est qu'il y a rien qui est fait, et que peut-être que ça empire, alors qu'a priori statistiquement ça semble être le contraire. Donc on a un ressenti qui peut être différent de la réalité. Voilà. Et c'est un point qui est très intéressant que tu soulèves là, et tu parlais aussi du biais du survivant tout à l'heure, mais en fait t'apportes quelque chose qu'on n'a pas entendu tout à l'heure, de ce qu'on peut observer et ce qu'en disent les données, en tout cas celles que tu as consultées. Si demain finalement Santé publique France ou autre organisme, ou l'ARS, n'importe, communique en fait sur des données inverses, tu changerais d'avis, d'opinion sur la question? Alors, d'opinion sur quoi? Quelle opinion j'ai?
Sur la consommation d'alcool, sur le fait qu'elle baisse. Si effectivement il y a des stats inverses, contraires à celles que j'ai pu lire aujourd'hui, qui disent que effectivement au contraire il y a une augmentation, oui, sincèrement, je ferai le constat amer qu'effectivement, amer entre guillemets, qu'il y a une augmentation, voilà. Sauf que là, alors j'ai bon espoir que puisque ce constat il s'étale sur une trentaine d'années, il est fait en tout cas sur une période d'études statistiques sur une trentaine d'années. Est-ce qu'on est dans un mouvement qui sera pérenne, qui perdurera dans le temps? J'ose l'espérer, en tout cas pour toutes les personnes qui souffrent de cette problématique d'addiction. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que bien évidemment, face à la réalité, la réalité s'impose à nous, et que effectivement, s'il y a des données, quel que soit le domaine, qui vient contrebalancer ou qui viennent contredire ou qui viennent confirmer une inversion des tendances ou des faits, ou voilà, à un moment donné, il y a pas de raison de s'y opposer et je peux aller que dans ce sens-là. Pardon, mais la question me paraît tellement c'est pas la question, pardon, la réaction me paraît tellement évidente que j'ai été un peu surpris par la question. Désolée. Non, mais vous n'avez pas de désolé, oui. C'est souvent des questions comme ça qu'on pose en entretien pour savoir, qu'est-ce qui ferait changer d'avis la personne. Mais c'est hyper intéressant de voir que, en fait, en ce qui te concerne, tu regardes les études, tu te bases dessus, et puis si les données donnent d'autres informations, tu n'as aucune difficulté à changer d'avis en fonction des études et de leurs résultats. Je veux dire, je suis un rationnaliste, entre guillemets, hein. J'ai pas beaucoup j'arrête la plaisanterie, j'aime bien déconner, donc parfois je sors des conneries, mais je vais essayer de rester sérieux. Il y a d'autres points aussi. Tout à l'heure, il y a eu j'aime pas trop le débat drogue dure, drogue douce. Mon expérience personnelle, encore une fois, ça n'est que mon expérience personnelle, et c'est très important de bien comprendre que chacun, on n'est pas forcément tous armés de la même manière, de manière génétique, psychologique et ainsi de suite, face aux substances qu'on peut consommer. J'aime pas trop le débat drogue dure, drogue douce, parce que pour moi, ça veut absolument rien dire. Je vais prendre mon cas personnel. Pardon, mais je suis un fumeur. Je suis consommateur d'alcool, et j'ai été consommateur très, très, très important de la cigarette qui fait rien. Jamais un dimanche, je prends souvent cet exemple-là quand j'en parle, jamais un dimanche vous m'auriez vu faire des kilomètres et des kilomètres, surtout qu'à l'époque je me baladais principalement à vélo, faire des kilomètres et des kilomètres pour aller acheter 1 centilitre d'alcool ou 1 milligramme de substance qui fait rien, d'accord? En revanche, je faisais des kilomètres et des kilomètres pour aller acheter du tabac. Du tabac. Donc, pour moi, effectivement, une drogue, c'est la définition d'une drogue, je vais la simplifier, c'est toute modification, toute substance qui modifie, qui altère les capacités physiques ou cognitives, d'accord? Donc modifie l'état d'esprit. J'ai jamais eu vraiment le sentiment que la cigarette modifiait mon état d'esprit. Sauf qu'effectivement, on sait que là-dessous, il y a des phénomènes physico-chimiques et neurobiologiques dont on n'a pas forcément conscience. Donc pour moi, par exemple, l'alcool n'a jamais été vraiment une drogue dure parce que je suis capable de m'en passer. Il y a des périodes, j'ai pas bu pendant 1 an. Mais quand je vous dis pas bu, c'est pas un centilitre ou 1 millilitre d'alcool. De la substance qui fait rire. Je ne sais pas si on peut employer le terme officiel, hein, donc j'utilise cette allégorie pour en parler. Mais il m'arrivait de fumer une vingtaine de petites cigarettes par jour. Donc comme je vous disais, j'étais un gros consommateur. Et du moment où j'en avais plus, je n'ai ressenti aucun phénomène d'addiction.
D'accord, c'est-à-dire alors que j'ai connu moi des gens qui qui étaient tellement accoutumés qu'effectivement ils avaient des comportements assez singuliers, à se mordiller les lèvres, à se basculer sur leur chaise. Il y avait voilà. Donc c'est pour ça que je disais qu'on n'est pas tous armés de la même manière face à ces phénomènes d'addiction. Et donc c'est pour ça aussi que je pense que c'est pas forcément pertinent de comparer ce qui est drogue dure et drogue douce. Pour moi, une drogue dure, c'est celle dont la première consommation ne peut plus se passer. Alors, je suis pas un spécialiste, encore une fois, mais des substances comme le crack, le fentanyl, je sais pas, et peut-être que je dis des conneries, hein. Pour moi, ça, c'est vraiment des drogues dures. On peut se passer de l'alcool, on peut se passer de la substance qui fait rire, on peut se passer de la petite poudre blanche, on peut se passer d'un certain nombre de choses. C'est pas forcément facile, mais on peut y arriver. Alors qu'il y a d'autres substances pour lesquelles c'est beaucoup plus difficile. Et pour moi, celles-ci, ce sont vraiment des drogues. Alors, si le superlatif de dur n'est pas suffisant, c'est des drogues très dures. Voilà. Donc, drogue dure, drogue douce, je sais pas. Moi, pour mon cas, alcool et chocolat, ça n'a jamais été une drogue dure. En revanche, le tabac, lui, l'a été. Après, les drogues dures, c'est pareil, hein. Le jeu, le chocolat. Alors, pour le coup, la vraie matière, le cacao, peuvent être des drogues dures. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se passer. Je veux pas tomber sur des pentes glissantes, hein. Mais voilà, donc c'est pareil. J'essaye d'abréger mon discours parce qu'il y a plusieurs choses que je voulais dire. Oui, je sais. Je suis désolée, on a passé les 15 minutes. Ah, déjà? Ouais, déjà, ça passe hyper vite. Je suis désolé. Et désolé de pas vous avoir laissé le temps de me poser des questions et voilà. Non, aucun souci. En tout cas, merci pour cet entretien, merci pour les éléments que t'as pu donner et les éléments de définition aussi parce que mine de rien, en fait, on a drogue dure effectivement dans le titre, mais on l'avait pas défini jusqu'à maintenant, donc. Merci pour ça. Je vais me tourner vers mes collègues voir s'ils ont des questions à emporter. T'es pas obligé d'y répondre. Les questions qu'on emmène sur la douche. Je risque pas ma vie à y répondre, je pense. J'ai aucune question à emporter. J'ai peut-être une précision, mais je demanderai à tout le monde de ne pas me croire et d'aller vérifier ce que je vais vous annoncer. Il me semble que la notion de drogue dure et de drogue douce n'est absolument pas reconnue en termes scientifiques et médicaux. C'est quelque chose qui est plutôt porté par les médias. Une drogue, les psychotropes ont une définition bien définie. Le chocolat ne rentre pas dedans. Vous voyez en bas là, les champignons magiques ne devraient pas y être. Voilà. Mais ils vont sûrement travailler peut-être pour le faire sortir. Mais il n'y a pas de drogue dure, il n'y a pas de drogue douce. Il y a les psychotropes et les problèmes d'addiction liés à ces psychotropes. Oui, c'est un point de vue que je partage. Que je partage aussi. Voilà. J'aurais peut-être une question. Merci en tout cas, Russell, pour le partage. Alors, je vais quand même reprendre le truc drogue dure, drogue douce, même si effectivement c'est pertinent la remarque de Russell. Mais tu disais, les drogues dures, enfin, tu disais aussi c'était par rapport à toi et ton expérience, et que pour toi, par exemple, le tabac avait été une drogue dure parce que tu pouvais pas t'en passer, alors que les autres. Elle a été et elle reste, puisque je suis encore consommateur. Voilà, où l'a été, et ben tu le restes. Mais si tu apprenais en fait que les addictologues, par exemple, te disaient, non, l'alcool, on a exactement les mêmes phénomènes d'addiction que les autres, et qu'on a en plus d'autres phénomènes, tu vois, qu'on peut retrouver dans d'autres drogues, je sais pas, comme le délirium très mince, je sais pas si tu vois un peu ce que c'est, ou des choses comme ça, et te disait, en fait, non, on a les mêmes phénomènes, quoi, que les autres. Est-ce que du coup, tu dirais, non, les autres sont des drogues très très dures, ou alors l'alcool est une drogue très très dure? Au risque de vous décevoir, je ne peux pas me prononcer parce que je suis pas un spécialiste et que après, effectivement, il faudrait que je lise, mais j'ai pas un avis. Pour moi, il y a pas. En fait, pour moi, il n'y a pas de drogue douce, il n'y a pas de drogue dure. Il y a des drogues. Ouais. Et après, effectivement, il y a un niveau de, vous savez, pardon, je veux pas monopoliser, je veux pas tomber dans une pente glissante et voilà. Mais il y avait tout à l'heure des points ont été soulevés sur la problématique de la nocivité de ces substances.
je veux pas faire un parallèle parce qu'il risquerait d'être malheureux, mais vous savez, quand vous mangez un barbecue tous les 2 ou 3 jours, c'est pas bon non plus. Les viandes grillées, enfin tout ce qui est c'est une source potentielle de cancer, enfin des sources cancérogènes qui sont voilà, les gens l'ignorent, peut-être il y a beaucoup de gens qui l'ignorent, mais manger ne serait-ce qu'un petit truc grillé quand je dis un peu charbonné sur un morceau de viande, potentiellement vous pouvez développer un cancer à partir de ça. Donc voilà, mais après effectivement, il y a des processus neurobiologiques, physico-chimiques et tout ça, aussi bien dans l'apaisement. Tout à l'heure on parlait quelqu'un évoquait le bien-être qu'il pouvait ressentir. Enfin, quelqu'un était questionné sur ça. Oui, donc tout ça fait partie des phénomènes physico-chimiques, c'est-à-dire les hormones qui sont libérées, qui sont voilà, l'attachement. Enfin, je peux pas expliquer tout ça parce que non, mais voilà, je pense que c'est ce que et chacun réagit à ces phénomènes aussi bien physiologiques de manière différente, et que voilà. Maintenant, dans un cadre global. Ding dong, c'est le monsieur Casse-Pied. C'est le monsieur Casse-Pied qui vient tirer la sonnette d'alarme. Désolé, parce qu'il y a encore du monde et il est déjà 19h. Oui, mais ce que je comprends tout à fait. J'ai juste une dernière remarque. Et qui pourrait rentrer dans le cadre de votre dernière question. Qu'est-ce que j'ai pensé du live? Si vous pouviez refaire peut-être le même live. J'aimerais finir, il y a quelques autres points que j'aurais aimé aborder, et voilà, j'en ai pas le temps parce que je suis une pipelette et que voilà, donc mais c'est très intéressant. En fait, je peux te donner si tu permets, je peux voilà, et après de toute façon Mélanie va te reposer la question. Mais en fait effectivement nous le format là c'est déjà en live, alors que normalement les entretiens épistémiques c'est plutôt en tête à tête si tu veux, idéalement en face à face réel ou via un truc. Mais par contre on a aussi t'as l'association Pignon sur rue chez qui on a été formé, ont un Discord en fait où il est possible d'aller là-bas et de passer des entretiens, de s'interroger un petit peu sur les questions. Donc j'ai pas le lien là, mais si t'as Discord, si je veux faire la recherche, je le trouverai. Ouais, voilà. Et t'as aussi la chaîne Opinion sur rue. Alors c'est Opinion au pluriel. Chaîne Discord où il y a des entretiens et un tas de choses. Donc voilà, si ça t'intéresse en tout cas, tu peux passer Voilà. Okay. Merci à toi en tout cas, c'était super intéressant. Voilà. Et je relaisse la main à Mélanie. D'accord. Eh bien, merci. T'as déjà en partie répondu, mais comment ça s'est passé cet entretien pour toi? Bien, merci de pas m'avoir mangé. Non, je mords pas, ça va. Non, mais entre mordre et manger, voilà, autant la première mordre, je peux peut-être y survivre, manger, ça va être plus compliqué. Non, pardon, trêve d'humour. Oui, le live est très agréable parce que, comme je le disais en préambule, j'interviens très peu parce que bien souvent les débats sont un peu trop passionnés et un peu trop chargé d'émotions, donc ce qui amène parfois à l'irraison et à l'irrationnel. Là, effectivement, la possibilité, je regrette de ne pas vous avoir laissé plus de temps à vous, modo ou hôte, de me poser des questions. Voilà. Mais c'était agréable. Voilà, il y a rien à redire sur ce point-là. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce que tu descends tout seul ou est-ce que c'est moi qui dois te faire descendre? Alors, vous savez, ça fait 4 ans ou 5 ans que je suis sur TikTok et je sais même pas comment on descend d'un. Donc peut-être que vous allez m'apprendre. Non, je vais te le faire. Tu sais, j'ai mis 45 minutes à trouver le bouton. Sinon, je peux faire comme ça. Hein, regardez, hein, je peux faire comme ça. Non, regarde, je te le fais. Regarde. Hop. Bah oui, non, mais ça c'est pas marrant. C'est pas. Hop là, voilà. Ouais, mais moi, en plus, moi en tant que coach, je sais pas comment expliquer aux gens de descendre. Oui, je vais le faire très rapidement parce que c'est plus intéressant. En fait, quand tu cliques sur ton icône, là qui était dans le coin, tu cliques dessus et maintenant en bas t'as marqué déconnecté en fait, tout simplement. Et avant c'était une croix, ça dépend de la version que t'as. C'était une croix en haut ou un petit bonhomme en haut à droite, mais maintenant voilà. Tu cliques sur ton icône en tout cas pour voilà. Autant t'expliquer, c'est bien. Voilà. Dire au sol. Bon. C'est à moi de faire l'entretien avec Mina. Je pense que c'est à moi. Tant pis pour toi, Mina. Tu vas passer l'entretien avec moi, ça va mal se passer. Je te le dis tout de suite, t'as pas intérêt à faire la maline. Hein.
Ouais, bon D'accord. bref, faites-le ensemble si vous voulez, mais attends, c'était pas moi après, normalement, je sais plus. Ah si, bah alors c'est toi, excuse-moi. Autant pour moi, mais qu'est-ce que je suis bête. T'as de la chance, Non, mais Mina. après, voilà, Tu as moi, goûté- si vous Non, voulez non, faire non, un non. entretien entre Non, non, vous, laisse-moi, allez-y, il y a aucun laisse-moi, problème. il faut que je me fasse les dents, je vais faire avec Nat. Et Nat aussi, je vais la faire souffrir. Parce que j'ai décidé d'être, à partir de maintenant, à partir de 19h, je me transforme en bourreau d'Occam. Bon, bonne Bon discussion à tous courage, les deux. Nat. On se retrouve tout à l'heure.